Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour aborder une nouvelle thématique. Bon, il y a eu de nombreuses thématiques hier et ce matin, mais celle de maintenant me semble particulièrement importante puisqu'il s'agit du thème du cycle de vie de l'entreprise. Et nous verrons donc les différentes étapes de la vie de l'entreprise, de la naissance avec Nicolas Cruau à la maturité avec Daniel Harari qui doit être en visioconférence à l'éventuelle faillite et la mort de l'entreprise et tout ce que ça implique au niveau juridique avec Jessica von der Scher, donc qui est à ma droite. Alors je précise évidemment, puisque nous avons un large public d'enseignants, que ce thème trouve complètement sa place dans le programme de spécialité en terminale ES, puisque dans ce programme de spécialité en terminale ES, nous avons la question de la croissance et des facteurs de la croissance. Alors, la croissance, ce n'est pas simplement du capital et du travail, mais c'est aussi de la prise de risque, de l'innovation. Et l'innovation suppose un contexte social, juridique favorable. Et là, c'est toute la question du droit, du cadre juridique que nous aborderons donc avec Madame Jessica von der Scher qui et magistrate. En terminale aussi, nous avons la question de l'environnement. La question de l'environnement donc trouve particulièrement un écho avec ce que réalise Nicolas Cruau, qui est polytechnicien et créateur d'une jeune entreprise, d'une start-up qui s'appelle Néolith. Il vous expliquera donc comment cette entreprise a pour ambition de réduire la consommation de gaz carbonique. Enfin, donc, en visioconférence, nous aurons Daniel Harari, qui est créateur d'une start-up, d'une entreprise en pleine maturité, par contre, donc pas une start-up du tout, puisqu'elle est le numéro 1 mondial de la découpe textile. Donc Daniel Harari est polytechnicien, diplômé d'HEC et de Stanford, et donc il a repris cette entreprise avec cette entreprise à maturité qui a connu certaines crises, dont une forte en 2005, et il nous montrera comment son entreprise a pu résister à cette crise, et cette intervention sera particulièrement importante dans le cadre du programme de spécialité par rapport à la thématique de la mondialisation, puisqu'en 2005, au moment de cette crise, c'est la fin des accords multifibres qui protégeaient donc le textile français de la concurrence chinoise, et comment donc son entreprise Electra a su prendre un virage stratégique intéressant à ce moment-là. Donc pour suivre donc ce cycle de vie de l'entreprise, mais on va suivre la chronologie en quelque sorte de la naissance à la mort. Et la naissance, donc c'est Nicolas Cruau qui pourra nous en parler, donc avec sa start-up Néolith. Alors il va évidemment le présenter mieux que moi, mais l'idée est géniale en fait. C'est traiter ce qu'on appelle les déchets ultimes. Voilà, on est au bout du déchet, et de ce déchet ultime, on va arriver à faire quelque chose. Voilà, et cette idée, alors je le laisse le dire, mais moi, voilà, j'ai vu ça dans différentes vidéos. Voilà, il y a un petit lien familial dans cette idée. J'ai cru comprendre, voilà, qui a été mis en place. Je lui laisse la parole. Bonjour à tous. Donc oui, moi, donc Nicolas Cruau, je suis président et un des cofondateurs de Néolith. Donc chez nous, Néolith, on transforme les déchets ultimes. Donc que ce soit le déchet ultime le plus connu, c'est le déchet ménager, l'ordure ménagère que vous avez dans votre cuisine, dans la poubelle noire ou la poubelle verte. Et nous, on a développé une technique qu'on appelle la fossilisation des déchets, et qui permet de transformer tous ces déchets en mélange, en des granulats comme celui que j'ai dans la main. Donc des granulats minéraux qui peuvent être utilisés comme des granulats de carrière pour faire de la construction, pour faire des routes, et donc éviter l'incinération ou l'enfouissement de ces déchets. Parce qu'aujourd'hui, on a à peu près 40 millions de tonnes de déchets par an qui sont enfouis ou incinérés en France chaque année. Et ça produit entre 6 et 7% des émissions de gaz à effet de serre françaises, en plus de détruire de la ressource de manière assez considérable. Donc l'idée de la fossilisation, c'est d'empêcher ça et de recréer une matière de façon à se substituer progressivement au marché du déchet qui est actuellement l'enfouissement et l'incinération, qui sont des marchés en plus très monopolistiques et qui aiment bien récupérer du déchet, donc qui sont un peu contradictoires avec même le recyclage et tout l'esprit de l'économie circulaire.
Alors évidemment, la question qu'on se pose tous, c'est, on voit bien l'intérêt au point de vue environnemental, mais la question qui se pose, c'est celle de la rentabilité économique en fait. Est-ce que, voilà, enfin, comment ça se passe voilà, pour vous? Quelle est la rentabilité économique de ce projet? Alors, nous, on est parti du principe que faire de l'écologie sans rentabilité économique, ça n'a pas vraiment de sens, parce que ça sera une écologie un peu premium qui verra peut-être le jour dans 2-3 sites de gens qui voudraient se verdir ou qui auraient un problème de conscience environnementale, mais ça ne pourrait pas venir s'appliquer au marché entier. Donc nous, on considère que l'écologie doit être mise à l'échelle industrielle pour qu'elle puisse vraiment avoir un impact sur le monde. Et donc là-dedans, il y a la contrainte marché. Et la contrainte marché, aujourd'hui, nous, elle se traduit par le fait que la fossilisation du déchet, ça coûte moins cher que l'enfouissement ou l'incinération. Donc c'est très basique. Si je vais voir une ville ou un industriel qui produit des déchets, je lui explique qu'avec ma technologie, déjà, il fait mieux d'un point de vue environnemental et il fait moins cher. Donc, c'est là où on considère qu'on est assez imbattable. Mais ça, on va peut-être en reparler un peu plus tard, mais ça vient notamment du fait que le marché des déchets est très contraint d'un point de vue régulation. Et c'est grâce aux lois qui viennent restreindre l'enfouissement des déchets et augmenter les taxes sur la pollution que notre solution peut être concurrentielle. Si on avait développé Néolith il y a 10 ans, par exemple, nous on a 2 ans et demi à peu près, on n'aurait pas été rentable parce que le marché du déchet n'était pas prêt. Les consciences n'étaient pas prêtes à payer plus cher que ce qu'aujourd'hui elles payent pour l'enfouissement. Oui, d'accord, merci. Mais une autre question aussi très, très pratique, parce que parmi ceux qui écoutent ou qui écouteront votre intervention, il y en a peut-être qui ont envie qui ont une idée, qui ont envie de réaliser plus tard leur entreprise. Comment passe-t-on d'une idée à la réalisation concrète? Concrètement, comment vous avez fait pour lever des fonds, pour commencer, pour poser les premières pierres de cette entreprise? Alors, là-dessus, nous on a monté l'entreprise donc avec mon père et un troisième associé sur l'idée de mon père qui est tailleur de pierre et qui a la bonne sensation du minéral, qui n'est pas un grand chimiste mais qui est très performant quand même. On a monté l'idée, moi j'étais encore à l'école polytechnique, j'étais en 2e année, donc j'avais aucune expérience professionnelle. Ce qui est bien, c'est que j'étais pas spécialement formaté sur une entreprise en particulier. Mais en fait, on s'est rendu compte assez rapidement qu'on on a un cadre en France qui est très propice à l'entrepreneuriat. En tout cas, même d'autant plus à l'entrepreneuriat étudiant. Parce que, en fait, quand on monte le projet, déjà, on fait un petit crash test du projet. Nous, on a fait un startup week-end à l'école polytechnique qui nous a permis de pitcher un peu notre idée et de la construire devant des acteurs assez importants du monde, soit de la construction, soit du déchet. Ça a fait la première étincelle. Et ensuite, il faut commencer à pouvoir se financer. Se financer au début, grosso modo, vous n'allez pas trouver des investisseurs sur 3 slides et demi et rien du tout. Donc, on a fait par contre beaucoup de concours. Il y a des concours de pitch, il y a des concours d'innovation, que ce soit des entreprises, des associations ou des villes qui organisent ça pour essayer de trouver des idées. Donc là, finalement, il y a quand même pas mal d'argent qui se situe là. Nous, en 1 an, on a récupéré à peu près 60 à 70 000 euros juste sur des concours. Ce qui est assez important. Et l'intérêt de ces concours, c'est qu'en plus de l'argent que ça apporte beaucoup de retours de beaucoup de personnes compétentes. Donc ça permet, avec pas mal de communication derrière. Et donc à partir de là, moi j'ai été chercher, parce que c'est mon métier du coup dans Néolith d'aller chercher des fonds. J'ai été toqué à plusieurs portes alors surtout d'investisseurs privés, donc ce qu'on appelle des business angels, qui sont des gens qui ont fait un peu d'argent et qui souhaitent investir dans des petites sociétés. J'ai pas mal eu également de sollicitations externes grâce au concours parce qu'on a fait de la communication. Et donc finalement après c'est un enchaînement. On a fait nous une première levée de fonds en mars 2020. On a refait de 500 000 euros. On a fait une nouvelle levée de fonds en mars 2021 de à peu près 3 millions. Donc, après, c'est le grand jeu, c'est qu'aujourd'hui on est 25, on n'a toujours pas de chiffre d'affaires, donc il faut toujours lever des fonds. Mais par contre, de l'autre côté, pour 1 euro qu'on va réussir à aller chercher du côté d'un investisseur, on aura à peu près au moins 1 euro de subvention publique, si on se débrouille bien, donc que ce soit de l'aide pure, des prêts de la BPI. Enfin, pour le coup, c'est assez formidable à quel point il est quand même assez aisé de trouver de l'argent.
Et cet argent, en fait, il va concrètement, quelle va être la première réalisation donc, avec cette levée de fonds? Bah, le but du jeu au départ, c'est d'abord de payer les salaires, parce que quand on est 25, il y a 25 salaires à payer. Pragmatiquement, l'idée, c'est d'arriver à la commercialisation d'une première usine de traitement de déchets pour nous. Quel moment? Vous avez une idée de la date Bah, c'est à peu près dans 3 semaines. Ah oui, d'accord. Oui. On est sur la fin. Donc ouais, c'est le moment là, on est sur la fin de l'industrialisation, donc on s'en sort à peu près. Où cette usine, pardon? Alors donc on appelle ça un fossilisateur, et c'est à côté d'Angers. Donc moi je suis angevin à la base, donc on s'est installé là-bas. Donc c'est là qu'on va commencer à traiter non pas de déchets ménagers comme on l'entend habituellement, mais un simili déchet ménager qui est produit par le bâtiment, les déchets de construction, qui sont pas des gravats, hein, parce qu'il y a des gravats d'un côté, mais nous on gère pas ça. C'est vraiment les tubes de PVC, les bâches plastiques, le bois, les fenêtres, tout ça. Donc ça, le premier fossilisateur, il tourne là-dessus. Et l'idée, c'est que nous, on vend 8 fossilisateurs, donc on vend directement des usines à partir de l'année prochaine. D'accord. À partir de l'année prochaine, éventuellement, vous pensez à terme peut-être étendre, c'est pas du tout dans votre perspective encore, au-delà des frontières françaises, dans le cadre européen? Oui, bah, assez rapidement d'ailleurs. Mais l'idée, c'est que, comme je l'expliquais en amont, c'est le marché du déchet. Nous, on a un intérêt que si on est moins cher ou égal à l'enfouissement. Sauf que le prix de l'enfouissement, il n'est pas dépendant juste du prix de la manutention pour creuser un trou, poser une bâche et refermer le trou. Ce prix-là, c'est dérisoire en fait. Ça coûte peut-être 20-30 euros la tonne de faire ça. Alors que le prix de marché aujourd'hui est vers les 140 euros la tonne, 150 euros la tonne. Ouais. Donc la vraie contrainte qui fait que le prix de l'enfouissement est assez haut pour que nous, on puisse exister, c'est les taxes sur l'enfouissement. Donc ça, c'est dépendant de la volonté des États. Par exemple, les États-Unis sont très en retard là-dessus. Ils considèrent que, grosso modo, ils s'en foutent. Et il y a le deuxième point, c'est vraiment les autorisations à creuser de nouveaux trous pour enfouir. C'est si dans une région, il n'y a plus d'autorisation préfectorale pour ouvrir de nouveaux sites d'enfouissement, bah, naturellement, la ressource disponible va réduire et du coup, le prix va augmenter. Et donc, nous, notre marché naturel, c'est toute l'Europe de l'Ouest et du Nord pour le moment. En gros, tous nos pays frontaliers avec les pays qui ont une vraie conscience environnementale. Je pense que, alors, j'ai pas encore vraiment étudié tout ce qui est Japon et compagnie, mais ils doivent être assez contraints en termes de terrain. Donc, mais par exemple, les États-Unis qui produisent un tiers des déchets ménagers mondiaux pour 300 et quelques millions d'habitants, ce qui est pas mal, eux ne sont pas aujourd'hui intéressés par la fossilisation parce qu'on coûte trop cher pour eux. D'accord. Mais on peut espérer un changement. Oui. Après, il y a quelques coins, par exemple en Californie, c'est ça, San Francisco, on arrive sur des tarifs qui deviennent intéressants. Oui, okay. Donc, oui. Alors, normalement, donc, nous devrions rentrer en contact avec Daniel Harari, donc le président de Lectra. Lectra, je le rappelle, qui est numéro 1 mondial de la découpe textile et donc qui représente l'entreprise donc en phase de maturité. Voilà, je le vois sur l'écran. Bonjour, Monsieur Harari. J'évoquais donc en introduction la mondialisation en liaison avec le programme de spécialité SES. J'ai évoqué donc les crises, les turbulences, c'est le thème, avec l'entreprise résiliente. Est-ce que vous pouvez donc évoquer avec nous certains épisodes de la vie de Lectra et notamment donc ces épisodes donc peut-être de la crise de 2005 avec la fin des accords textiles, les accords multifibres? Voilà, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, on vous entend très bien. Vous m'entendez bien? Oui, parfaitement. Parfait. Alors, Lectra est une entreprise qui est née en 1973. À l'époque, c'était une start-up, une des toutes premières start-up financées en capital risque en France. Elle a grandi très vite, elle a failli déposer son bilan en 90 et mon frère et moi, qui avions à l'époque une société de capital risque, qui étions actionnaires de Lectra, avons décidé de reprendre le contrôle
et de reprendre la direction de Lectra. Donc, quand j'ai repris la direction de Lectra en janvier 91, la société perdait 1 million de francs par jour et nous avions mis 80 millions de francs pour sauver l'entreprise. Et nous sommes passés en 10 ans d'une société moribonde à une société qui était numéro 1 mondial dès 2020. Donc, parce que l'ensemble des équipes se sont mobilisées du fait de cette crise et ont mis les pieds au mur pour réussir. Et effectivement, nous avons eu plusieurs contre-coups après. D'abord en 2001, quand les tours se sont effondrées, nous avons perdu un tiers de notre chiffre d'affaires. Et ensuite, en 2005, à la fin des quotas textiles, nous pensions que la plupart des entreprises européennes américaines investiraient dans la technologie, que des entreprises chinoises surtout investiraient dans la technologie, et ça s'est pas passé tout de suite. Elles ont considéré que le fait que la main-d'œuvre soit bon marché suffisait à garantir la compétitivité. Donc à cette époque, la quasi-totalité de nos concurrents sont allés fabriquer en Chine, et nous avons pris une décision tout à fait opposée, qui était de rester en France et de monter en gamme. Et cette décision s'est prise en disant on va protéger nos marges, on va donc monter en gamme avec une offre premium, monter les prix. Là aussi, tous nos concurrents avaient baissé leurs prix et privilégié les marges au détriment des parts de marché. Et ça a marché mieux que nous le pensions, puisque non seulement cette politique a été un succès, mais nous avons gagné des parts de marché en augmentant nos marges et nos prix. Et en particulier, à l'époque, nous étions essentiellement sur le marché de la mode, donc pour créer et fabriquer des vêtements. Et nous sommes rentrés sur le marché de l'automobile de façon significative et passés de 15% de parts de marché mondial à 65% de parts de marché mondial en 2010-2011. Donc sur toute la découpe des intérieurs et des sièges de voitures. Donc ensuite, nous avons... Allô ? Oui, on vous entend très bien en fait. Très bien, parfait. Ensuite, nous avons décidé de mettre en place une autre politique qui consistait à devenir numéro 1 de l'industrie 4.0, c'est-à-dire en fait la nouvelle génération de ce que doit être l'industrie connectée au niveau des centres de création, de fabrication, des consommateurs. Et lorsque la crise du Covid est arrivée, nous avons d'abord mis nos équipes en sécurité, organisé le télétravail mondialement. Nous sommes passés en 48 heures de 0 à 85% des équipes en télétravail. Ça s'est très bien passé. Nous avons aidé nos clients à passer cette crise et à pouvoir travailler à distance. Et la première des choses que je me suis posée comme question, c'est maintenant qu'on sait qu'on va bien traverser cette crise, comment peut-on la mettre à profit? Et quand on regarde toute l'histoire de Lectra, finalement, nos progressions se sont toujours faites dans les crises. Et donc, à ce moment-là, nous avons décidé de racheter notre concurrent principal, américain, qui était notre concurrent depuis 30 ans. Et nous avons négocié en visioconférence, pratiquement jour et nuit, pendant 6 mois, l'acquisition. Et aujourd'hui, nous avons une société qui fait près de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc qui est présente mondialement et qui, pour simplifier, permet à nos clients de concevoir un vêtement sur 4 dans le monde et de fabriquer plus d'un intérieur de voiture sur 2 avec nos technologies. Merci. J'avais 2 questions par rapport à ce que vous venez de dire. Vous avez donc pris des décisions stratégiques majeures avec le rachat de votre concurrent en 2005. Quels ont été les rapports? Vous êtes coté en bourse. Quels ont été les rapports avec vos actionnaires à ce moment-là? Parce que j'imagine que il y avait forcément des voix dissidentes en fait parmi vous. Et autre question, puisqu'on parle de cycle de vie de l'entreprise, des crises, de la résilience, comment vous situez-vous par rapport à la crise actuelle liée au Covid? Comment votre entreprise donc, qui opère dans le secteur textile a fait face donc à cette crise? Alors, nous avons toujours eu une politique de communication au niveau boursier de transparence, d'annoncer les bonnes et les mauvaises nouvelles. Mais finalement, aujourd'hui, nous avons une très grande confiance de nos actionnaires. Et lorsque nous avons annoncé l'acquisition de notre concurrent, le cours de bourse s'est monté de 30% et on est aujourd'hui au plus haut historique et avec une capitalisation d'1,2 milliard. Lorsque nous étions en 2007 et que nous avons décidé de rester en France, fabriquer et de monter en gamme, en fait,
beaucoup de nos actionnaires ont perdu confiance et le cours de bourse, qui est donc aujourd'hui à 35 euros, est descendu jusqu'à 1,6 euros. On capitalisait presque rien. Et tous les actionnaires considéraient qu'on était fou de rester fabriqué en France et que l'entreprise allait aller droit au dépôt de bilan. Donc on a vécu vraiment une crise de confiance. Alors depuis, on a appris. Aujourd'hui, nous avons 200 à 300 rendez-vous par an en one-to-one avec nos actionnaires. Nous avons une politique de communication très intense. Et donc, à l'inverse de ce qui s'est passé en 2007, l'annonce du rachat de notre concurrent a créé un effet très positif, une dynamique très positive en bourse. Elle a été accompagnée du fait que nous avons plutôt bien traversé en 2020 la crise. Nous avons perdu du chiffre d'affaires, nous avons perdu à peu près la moitié de notre résultat, mais sans être pour autant en danger. Et nous avons fait un premier semestre 2021 qui a été exceptionnellement bon et nous avons rattrapé des chiffres qui étaient supérieurs à ceux que nous avions avant la crise, ce qui fait qu'aujourd'hui, la confiance du marché boursier est totale. Est-ce que je pourrais poser une complètement. question ? Vous avez expliqué que vous étiez tombé à un niveau très bas en bourse. Comment ça se traduit pour l'entreprise exactement ? Parce que finalement, je suis pas, pour le coup, je connais mal ce milieu-là. Mais je me dis que finalement, tant que vous n'avez pas besoin d'aller chercher de nouveaux fonds auprès du marché boursier, la valeur de l'action, finalement, elle n'a pas vraiment d'impact. Peut-être qu'elle a de l'impact au niveau des banques, ce genre de choses ? Je ne sais pas. Alors oui, ça a beaucoup d'impact. Si je reprends un peu d'histoire, en tant que venture capitaliste, nous considérions qu'une entreprise technologie ne devait pas avoir de dette. Et pendant des années, nos banquiers, nos actionnaires nous ont expliqué que d'avoir du cash, c'était une mauvaise chose parce que c'était ne pas apporter d'effet de levier sur le fonctionnement de l'entreprise. Et donc, en 2007, juste avant la crise de 2009, nous avons décidé de racheter nos actions en bourse et nous sommes endettés. Et les mêmes banques qui nous ont poussé à racheter nos actions en bourse en 2009 ont dit on n'est pas sûr de pouvoir financer les salaires du mois prochain puisque vous avez aujourd'hui une situation financière qui est extrêmement dégradée. Donc on s'est retrouvé dans une situation avec des équipes qui avaient peur du fait de la chute en bourse et de cette situation, des banques qui étaient devenues hostiles alors qu'elles étaient extrêmement positives et des actionnaires qui ne croyaient plus dans l'entreprise. Donc effectivement, il faut pouvoir traverser ce type de crise, faire le gros dos. Alors on n'avait pas besoin d'argent, donc ça c'est ce qui nous a sauvés. Et on n'avait pas besoin d'argent parce que après la crise initiale de 90, dans laquelle l'entreprise en fait avait une situation, un business model qui ne permettait pas de passer au travers de moments difficiles, nous avons énormément travaillé. Aujourd'hui, nous avons un business model très solide qui était déjà en grande partie en place en 2007, où nous générons plus de cash que nous n'en dépensons, c'est-à-dire que nous encaissons de nos clients avant de dépenser, donc on n'a pas besoin d'argent pour gérer l'entreprise, et nous avons des contrats récurrents qui couvrent en début d'année pratiquement 100% de nos frais de l'année, y compris de nos frais de recherche. Ça veut dire qu'en gros, nous dépassons quoi qu'il se passe notre point mort aux alentours de fin janvier. Donc, compte tenu de ces éléments, on peut se permettre de faire le gros dos. Et en fait, les différentes crises successives, celle de 90 et celle de 2005, nous ont poussé à mettre en place ce business model pour ne dépendre de personne. D'accord, merci. Merci. Donc, voilà, enfin, vous l'avez montré, vous êtes une entreprise très, très résiliente et la crise actuelle liée au Covid n'a pas eu un impact négatif, très négatif pour vous. Votre cours de bourse atteint un haut niveau historique, favorisé par cette opération de croissance externe. Comment voyez-vous l'avenir pour votre entreprise, sachant donc que vous êtes dans une sorte de climat vertueux, donc avec la confiance des investisseurs et ce cours de bourse historique. Quels vont être vos axes de développement ? Alors d'abord, on n'est jamais trop prudent et les mauvaises surprises peuvent toujours arriver. Donc effectivement, en ce moment, tout se passe de façon très positive. L'intégration de notre concurrent se passe bien, les chiffres sont bons, les investisseurs ont confiance, mais nous savons que cette situation est toujours fragile et donc la première des choses, c'est de consolider un business model qui a prouvé toutes ses vertus, c'est-à-dire de développer encore plus tout l'aspect chiffre d'affaires récurrent et de développer encore plus le modèle qui consiste à encaisser d'avance de façon
à être indépendants de tous les aléas. Donc, il y a un côté assurer cette sécurité qui est totalement nécessaire. Et puis, derrière, notre débat, c'est l'étape d'après, c'est-à-dire que nous ne considérons pas que nous allons nous arrêter à ce niveau-là. On fera à peu près 500 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année prochaine, consolidé entre les deux sociétés. Notre ambition, c'est d'aller beaucoup plus loin en se développant sur de nouveaux marchés. Mais ça, c'est ce que nous ferons dans les années qui viennent. Merci beaucoup. Nous allons passer à la troisième étape de la vie de l'entreprise. Donc, après avoir entendu M. Cruau, M. Harari, que je remercie encore, nous allons passer donc à la fin de vie de l'entreprise, à la faillite. Alors, je parlais donc tout à l'heure donc de l'intervention de Mme Jessica van der Scher, alors qui a écrit un livre précédent. Alors, je vous avoue, un peu surpris au départ en fait, parce que c'était un livre non pas lié directement à la vie de l'entreprise, mais était sur les prisons. Et là, donc, elle en prépare un autre sur les chefs d'entreprise qui ont fait faillite. Donc, je lui laisse la parole. Donc, Madame Jessica van der Scher. Merci Didier. Alors, effectivement, ça peut un peu surprendre. J'ai écrit un livre avec un collectif sur les prisons et pourtant le lien avec le chef d'entreprise pour nous est assez évident, non pas parce qu'on voudrait les mettre en prison, mais c'est la notion d'échec en fait. C'est la notion d'échec à un moment donné de son parcours et je vais vous parler notamment des procédures collectives et effectivement de la fin de vie de ces entreprises en France. J'ai été juge et procureur et je précise aussi tout de suite en Alsace, puisqu'on a une petite particularité de droit local pour nos auditeurs qui viendraient d'Alsace et de Moselle. Nous n'avons pas de tribunaux de commerce, mais des chambres commerciales avec des magistrats professionnels qui siègent aux côtés d'assesseurs qui, eux, sont des professionnels du monde économique. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est j'ai la partie la moins optimiste, on va dire, de cette table ronde. Et finalement, le code de commerce, qui est parfois méconnu, notamment dans les lycées et les tribunaux aussi, le code de commerce a un titre sur les difficultés des entreprises et en fait, il s'ouvre dans son premier article sur la prévention des difficultés. C'est-à-dire que le législateur a mis l'accent sur la prévention et donc tout un dispositif pour essayer d'éviter d'arriver justement à cette faillite et à cette liquidation judiciaire. Vous avez différentes procédures, vous avez des procédures, je vais dire, en amont des difficultés, et celles-là sont trop peu utilisées, et elles sont trop peu utilisées parce qu'elles sont très largement méconnues des entrepreneurs à qui on n'enseigne pas en fait la fin de vie de leur entreprise. Et c'est souvent un écueil, et notamment les chefs d'entreprise avec lesquels je travaille au second livre, qui nous disent mais on devrait nous expliquer aussi comment ça se passe pour qu'on ne soit pas pris au démuni et qu'on sache à quelle porte toquer quand on a des signaux faibles qui commencent à nous dire que ça va commencer à chauffer pour l'entreprise. Donc on a ces procédures de médiation qui sont parfois gérées par les tribunaux de commerce, par les CCI, par des fois le MEDEF aussi, et diverses associations. On a ensuite une procédure de conciliation qui est possible aussi dans les tribunaux de commerce ou dans les tribunaux judiciaires. Et on passe ensuite à une phase et 3 procédures qui, elles, sont plus complexes en tout cas et n'annoncent pas forcément de bonnes nouvelles. La procédure de sauvegarde pendant laquelle l'entreprise normalement n'est pas encore en cessation des paiements, c'est-à-dire que vous êtes en cessation des paiements lorsque votre actif disponible ne vous permet plus de faire face à vos dettes exigibles. Donc quand vous êtes dans cette procédure de sauvegarde, vous n'êtes pas encore jusqu'à ce niveau-là de difficulté et dès que vous êtes en cessation des paiements depuis au moins 45 jours, vous passez dans le registre du redressement judiciaire. Ce qu'il faut savoir aussi, et je pense que c'est important de l'avoir en tête, c'est que près de 70% des procédures collectives qui s'ouvrent sur une procédure de liquidation judiciaire. C'est-à-dire qu'on arrive bien trop tard devant le tribunal et qu'il faudrait y aller en amont. Et c'est là cette notion de droit à l'échec, en fait, dont on n'a pas encore la culture en France, comparé à d'autres pays. On parlait des États-Unis avant. C'est extrêmement difficile pour un entrepreneur de rebondir une fois qu'il est estampillé pour avoir bénéficié d'une procédure de liquidation judiciaire. Voilà, enfin, en introduction.
Alors, en introduction, mais si on creuse un petit peu, enfin, vous avez dans votre livre que j'ai lu et que je recommande à tout le monde, je me profite, même si ce n'est pas le cadre, c'est pas directement lié à l'économie, on sent bien qu'il y a certaines idées de pistes, de réformes, et dans ce cadre-là, par rapport à la fin de vie, à la faillite d'entreprise, si vous aviez une idée de réforme, particulièrement pour la faillite, suite aux faillites d'entreprise, quelle serait-elle en fait? Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour vous, pour favoriser aussi si la fin de vie de l'entreprise était moins douloureuse, peut-être qu'il y aurait aussi plus de prise de risque en fait. Hein. Donc enfin, l'économie y gagnerait aussi. Alors on en a quelques-unes en tête et elles sont travaillées collectivement. Les deux premières, là vraiment sur lesquelles on insiste avec mon groupe de travail actuellement, et c'est aussi la raison de ma présence aujourd'hui, c'est déjà la formation. Et quand on dit la formation, c'est l'idée de développer l'entrepreneuriat et l'audace qui va avec, et la culture de l'échec parce qu'elle va avec aussi, et qu'on n'est jamais à l'abri d'un fameux signe noir et de savoir la crise qui va arriver ou le concurrent qu'on n'a pas vu venir et de l'enseigner le plus tôt possible en fait. Et on a des pays où ils l'enseignent en fait dès l'école primaire, hein, on n'attend pas forcément le lycée. Donc ça, je pense que c'est un vrai axe d'avoir une culture juridique économique et civile. Il n'y a pas que le droit pénal, on entend toujours parler du droit pénal, mais il y a aussi du droit civil, du droit commercial, du droit social, et d'avoir cette culture le plus tôt possible pour l'ensemble de la population. Une autre piste de réforme, c'est aussi une protection de l'entrepreneur. Si l'entrepreneur n'est pas salarié dans son entreprise, et c'est le cas pour beaucoup de TPE hein, qui ont à la fois très peu de salariés, il est souvent très démuni quand on arrive aux difficultés. Il n'a pas forcément, il n'a pas d'allocation chômage s'il n'a pas souscrit une assurance privée, et les entrepreneurs ne sont pas souvent au courant qu'il y a une possibilité de souscrire une assurance privée. Vous avez, il y a quelques années, hein, ça n'est pas géré par les tribunaux de commerce, mais par les tribunaux judiciaires et une chambre sociale, le régime social des indépendants, qui est devenu la sécurité sociale des indépendants, qui avait des dysfonctionnements monstrueux, avec des chefs d'entreprise qui recevaient des commandements de payer et ce n'était jamais la même somme. Et tous les 15 jours, vous aviez un autre recommandé et lui-ci à la porte. Et il y a effectivement ce poids qui pèse aussi sur l'entrepreneur qui, bien souvent, dans ces petites entreprises, quand les difficultés arrivent, il n'est pas protégé, il cesse de se rémunérer aussi rapidement parce que, pour lui, ce qui est important, c'est de conserver aussi ses salariés et qui, eux, sont protégés actuellement par le droit. Donc peut-être aussi accorder une forme de protection à cet entrepreneur qui n'est pas salarié. Merci beaucoup. Nous avons reçu certaines questions. Peut-être qu'on va commencer à prendre ces questions. Alors, il y a deux questions qui sont arrivées pour vous. Donc, Nicolas Cruau. Alors, on vous demande, vous avez parlé donc de vos levées de fonds et de création donc de votre première structure donc du côté d'Angers. La première question, c'est à qui? Alors, ça porte à qui sont vendues ces usines? Et il y a une deuxième question, ma ville peut-elle envoyer ses déchets? Alors, à qui sont vendues ces usines? Déjà, donc nous, on se place en tant qu'équipementier, donc on ne va pas directement exploiter des centres de traitement de déchets. Ça, c'est le métier de Suez et Veolia. Ils le font très bien et ils sont bien assurés que d'autres ne puissent pas le faire, donc on ne va surtout pas y aller. Par contre, donc, moi, je vends des usines directement soit aux villes qui veulent pouvoir exploiter, comme elles ont un incinérateur à côté de chez elles, exploiter une unité de fossilisation à côté de chez elles, soit aux industriels du recyclage en direct. Donc, en gros, un industriel du recyclage, ça passe collecter les déchets professionnels ou municipaux, et ça va les mettre sur une plateforme de tri, souvent, pour essayer de séparer la fraction recyclable du reste. Et donc, avec une installation de fossilisation sur leur plateforme, le reste, au lieu d'aller l'enfouir à 100 km de là, ils pourront le traiter sur place. Et les troisièmes, c'est directement les gros industriels qui produisent eux-mêmes pas mal de déchets et qui veulent un peu devenir autonomes sur leur traitement de déchets. Et donc, ces gens-là peuvent directement acquérir une solution de fossilisation sur leur site pour traiter in situ leurs déchets. Donc ça, c'est vraiment les grands types de clients qu'on peut avoir pour vendre des usines. Et la deuxième question, c'était du coup si... ma ville peut-elle leur envoyer ses déchets? Alors, le but du jeu, c'est pas de créer des trains qui vont envoyer des déchets sur 500 km. On a des solutions en fait, qui sont très petites en termes de capacité de traitement. Un fossilisateur, ça traite à peu près 50 000 tonnes. 5 000 tonnes par an, alors qu'un incinérateur, c'est plutôt dans les 80-100 000 tonnes par an. Donc c'est des petites unités
qui ont du coup le mérite de pouvoir traiter les déchets de façon très locale. L'idée, c'est de les disséminer partout sur le territoire, de façon à ce qu'on évite de faire plus de 30 à 50 km à des déchets. Donc, si la ville de l'auditeur ou du spectateur veut pouvoir fossiliser ses déchets, finalement, il faut qu'elle vienne. Le mieux, ce serait qu'elle achète et qu'elle exploite sa propre petite usine. Pour avoir une idée de prix, ça coûte combien un petit fossilisateur? Alors, un petit fossilisateur, ça coûte 1,2 million à l'achat. D'accord. Ce qui est parce que ça peut paraître grand, un incinérateur qui traite en gros 20 fois plus, ça coûte à peu près 50 fois plus en capital. D'accord. Donc en termes de coût capital par tonne traitée, un fossilisateur, c'est très peu cher. C'est assez low cost dans ce côté-là. Par contre, on a des coûts d'exploitation qui sont un peu plus élevés. Et vous rappelez combien un petit fossilisateur peut traiter de déchets, en fait? C'est 5000 tonnes par an. 5000 tonnes par an, c'est en gros la production d'une, on va dire, une ville de 10 000 habitants. Production d'une ville de 10 000 habitants, d'accord. Donc vous avez répondu à ces deux questions. Alors, une autre question sur les fossilisateurs. Quel est le process industriel du fossilisateur et quel est son impact carbone? C'est vrai que je n'ai pas du tout expliqué comment on transformait les déchets en pierre. Grosso modo, l'idée... Moi, mon père, il est tailleur de pierre. L'idée, il taille des pierres dans le Val-de-Loire qui sont du tuffeau. Donc, c'est des pierres calcaires issues de la sédimentation des dinosaures et compagnie qui sont transformées en minéral. Et c'est là-dessus qu'il a commencé à réfléchir. Donc, l'idée, c'est on prend le déchet, on en fait des petites particules. Donc, on le micronise à l'état d'une poudre. Cette poudre, on va pouvoir la faire réagir avec un liant très spécifique qui va rendre inerte la matière et qui va créer une structure minérale dans le déchet, de façon à ce qu'ensuite on obtient une espèce de pâte de pierre, une sorte de pâte à modeler minérale, qu'on va pouvoir mettre en forme sous forme de granulat en pressant. Dans un granulat, quand vous avez comme ça, vous avez à peu près 80% de déchets pour 20% de liant en termes de masse. Et la question, le bilan carbone. Donc, oui, le bilan carbone. En termes de bilan carbone, moi, c'est la raison principale pour laquelle je travaille sur la fossilisation. C'est pas vraiment sur le côté économie circulaire d'un nouveau matériau. C'est vraiment sur le bilan carbone en comparaison de l'incinération, notamment. En gros, si on prend juste la différence de carbone entre l'incinération et nous, on a à peu près, en valeur absolue, 650 kg de CO2 à la tonne qu'on évite. Et en valeur relative, c'est à peu près, du coup, on représente à peu près 1/5 du bilan carbone de l'incinération. Donc, quand je vous disais au début que le traitement du déchet, ça représentait en gros 6-7% de l'impact carbone français, vous pouvez le diviser par 5 si on arrivait à mettre en place la solution à l'échelle nationale. Merci beaucoup pour cet éclairage très intéressant. Nous avons aussi des questions pour Daniel Harari. Je ne sais pas s'il m'entend. Il m'entend après. Oui, je suis toujours là. Oui, alors là, je vais commencer. La première question que nous avons reçue. Est-ce que maintenant que vous avez racheté votre principal concurrent, vous ne craignez plus la concurrence? Donc, on vous demande si carrément vous ne craignez plus la concurrence. Nous avons toujours craint et respecté nos concurrents. Et je crois que ce serait une erreur de ne pas craindre la concurrence, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'innovation et que les petits ont toujours un avantage sur les gros, c'est de pouvoir être beaucoup plus rapide et de pouvoir se spécialiser sur des segments de niche. Donc, pas du tout. Nous sommes toujours très attentifs à ce que font nos concurrents, mais la façon que nous avons trouvé de faire la marche devant eux, c'est d'être en permanence en train de nous disrupter nous-mêmes pour éviter que ce soit quelqu'un d'autre qui nous disrupte. Autre question par rapport donc à la concurrence, question très intéressante qui se pose au niveau juridique. Comment se positionnent les autorités de concurrence par rapport à votre part de marché dominante ? Alors, nous n'avons pas de part de marché, en tout cas, même si nous avons une part de marché importante, il n'est pas interdit d'être un acteur important, ni même d'avoir une part de marché dominante. Ce qui est interdit, c'est d'en abuser. Et nous avons obtenu le feu vert de l'autorité de la concurrence aux États-Unis, qui était le seul pays où nous dépassions les seuils pour lesquels nous devions avoir une autorisation. Et dans tous les autres pays, nous étions en dessous de ces seuils. Et après, lorsqu'on regarde, c'est la définition du marché qui compte. Alors, le marché ne peut pas être amené qu'à nos technologies. Il y a d'autres technologies pour
faire ce que nous faisons. Donc en fait, nous n'avons pas, lorsqu'on prend une définition juridique du marché, nous n'avons pas de part de marché aussi important que ça puisse apparaître, puisqu'il y a d'autres façons de créer des vêtements, par exemple de les découper, etc. Et si on regarde notre marché de façon plus restreinte, nous avons une part de marché très significative, mais nous n'en abusons pas. Nous ne cherchons pas, par exemple, à monter les prix du fait de cette intégration, etc. Quand vous dites part de marché très significative, vous pouvez nous donner ou non un ordre de grandeur? Si on prend par exemple le marché de la fabrication des intérieurs de voitures, on va prendre un exemple très simple, le cuir. Nous avons des activités sur le tissu, sur le cuir, mais si on prend le cuir, aujourd'hui, 90% des intérieurs en cuir sont découpés avec des méthodes traditionnelles qui sont des presses, comme des moules à gâteaux, qui appuient et qui découpent sur le cuir. Donc, on peut découper le cuir avec ces technologies. Nos technologies aujourd'hui représentent à peu près 10% des volumes de production et nous avons 50% de ces 10%. Donc, quand on se ramène à nos technologies, on va dire on a 50% du marché de la découpe automatique en fait de sièges en cuir, mais lorsqu'on regarde le marché de la découpe du cuir, nous n'avons plus que 5%. Donc voilà pourquoi, d'un point de vue juridique, nous avons passé toutes les barrières qui s'opposaient ou qui auraient pu s'opposer à cette acquisition. Merci. Une ultime question pour vous vient d'arriver. Comment s'opère la prise de décision, la gouvernance dans votre entreprise? Monsieur, ouais. Alors, j'ai mis en place depuis un certain nombre d'années une méthode de gouvernance. J'ai repris le nom de cette méthode à Claude Bébéard, l'ancien patron d'AXA, la démocrature. C'est-à-dire qu'en fait, le principe est très simple. Les décisions se passent en 3 temps. Une partie de démocratie dans lequel tout le monde peut donner un avis, il n'y a pas de hiérarchie, tout le monde peut me dire que j'ai tort ou peut me dire que mes idées sont absentes, dans lequel le débat est ouvert. Une prise de décision, donc si elle est stratégique, elle m'appartient, mais le principe est exactement le même si la décision est déléguée à quelqu'un d'autre, à un autre manager de l'entreprise. Donc c'est à lui de prendre la décision, c'est à moi de prendre la décision. Les décisions ne sont jamais collectives ou consensuelles. Et d'ailleurs, par exemple, lorsque nous avons décidé de rester fabriqués en France en 2005, 100% des cadres de la société, sauf les cadres français, donc 100% des cadres à l'international, étaient opposés à cette décision. Ils pensaient qu'on devait aller fabriquer en Chine. Lorsqu'on a décidé de monter les prix en 2009, j'ai consulté l'ensemble des dirigeants de Lectra, j'ai consulté une centaine de commerciaux et pratiquement 100% des équipes étaient pour une baisse des prix. Mais comme personne ne m'a sorti le moindre argument qui m'a convaincu, on a monté nos prix. Donc en fait, je considère que les décisions doivent être prises. C'est un débat de courage managérial. On doit les prendre en son âme et conscience, mais le consensus n'est pas une bonne méthode de décision. Donc les décisions doivent être prises par le manager à qui elle appartient. Et ensuite, donc on passe à la partie dictature. Donc c'est pour ça que démocrature, c'est pas un très joli mot, mais c'est démocratie avant, dictature après. Une fois qu'une décision est prise, c'est se soumettre ou se démettre. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il peut partir, mais il ne peut pas ne pas appliquer. Merci, nous arrivons au terme de ces échanges. Encore une fois, merci à tous nos intervenants et aussi à tous nos auditeurs. Merci. Merci.